Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette vidéo pour partager avec vous mon expérience de la retraite de 10 jours de Vipassana, de vous dire ce que c'est déjà Vipassana et pourquoi je pense que chaque personne, au moins une fois dans sa vie, doit faire la retraite de Vipassana. Alors, on va commencer par répondre à une question. Qu'est-ce que c'est Vipassana ? Vipassana est l'une des techniques de méditation les plus anciennes de l'Inde. Grâce à cette méditation, le Bouddha a eu son éveil il y a 2500 ans. Cette méditation est arrivée aussi jusqu'à nos jours grâce au monsieur Goenka qui a commencé à enseigner cette méditation en 1969 à des dizaines de milliers de personnes de toutes origines ethniques et religions. En fait, monsieur Goenka souffrait de violentes migraines. Il a consulté tous les meilleurs médecins du monde comme il était assez riche, mais le tout était sans résultat. Et sa recherche l'a mené à la rencontre de son futur maître de méditation de Vipassana. Grâce à cette méditation, Goenka n'a pas eu juste l'éradication totale de sa souffrance physique, mais Vipassana a transformé progressivement sa vie. Il a commencé à enseigner aux gens cette technique de méditation, il a commencé à construire les centres de Vipassana, et maintenant, dans le monde entier, presque dans tous les pays, vous pouvez trouver les centres de Vipassana où on écoute le discours de monsieur Goenka. La traduction du mot Vipassana signifie vision pénétrante, c'est-à-dire voir les choses telles qu'elles sont, sans détourner son attention, mais de regarder les choses en profondeur. En Vipassana, on travaille avec le corps physique et avec le corps mental. C'est une sorte d'expérience de la réalité, de l'esprit et de la matière. En fait, notre esprit consiste de l'inconscient et du conscient. Et on estime que notre conscient ne présente que 12% de notre esprit, c'est-à-dire que le reste, c'est l'inconscient. Et l'inconscient, c'est une sorte de la mémoire du corps. Si la mémoire mentale, elle peut oublier les choses, la mémoire du corps n'oublie pas. Toutes les sensations agréables ou désagréables, elles restent en profondeur de la mémoire du corps. Et c'est avec les sensations que Vipassana travaille. Où je fais ma retraite de Vipassana. J'en ai fait 2 fois dans ma vie. Les 2 fois étaient en France. La première fois, c'était en 2018 et la deuxième fois, c'était à la fin de 2019. Les 2 fois étaient en France, dans le centre de Vipassana qui s'appelle Trama Mai, qui se trouve dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Et je vous laisse en barre d'infos sous cette vidéo-là, le site où vous pouvez vous inscrire. Alors, comment ça se passe la retraite en elle-même? La retraite dure 10 jours. En fait, vous arrivez un après-midi, mais ce jour-là ne compte pas et vous partez le 11e jour très tôt le matin. Au centre, il y a 2 parties pour les hommes et pour les femmes. En fait, les hommes et les femmes sont totalement séparés pendant toute la retraite. Pendant les 10 jours, il faut aussi respecter le noble silence. Toute forme de communication avec les autres étudiants, soit par geste, soit par signe, soit par message écrit, sont totalement interdits. Déjà, il ne faut pas prendre avec soi pas de téléphone, pas de livre, pas de cahier, pas de stylo, pas de bouquin, rien du tout. Pas d'objets religieux, pas de pierres, pas de cristaux. Vous prenez juste votre trousse de bain et vos vêtements. Pendant la retraite, il est interdit de pratiquer d'autres types de méditation, de chanter des mantras, de faire des prières, de faire yoga ou d'autres pratiques, parce qu'il faut faire Vipassana dans toute sa pureté. Sinon, le mélange, ça peut entraver le progrès ou même aggraver les choses. Ce que je vous conseille de prendre avec vous, c'est un petit réveil pour savoir l'heure et un thermos, parce que vous aurez toujours la possibilité de verser dans votre thermos soit une infusion, soit de l'eau chaude ou de l'eau tiède ou de l'eau normale, et vous pouvez la boire quand vous voulez, sauf les heures de méditation. Voilà, c'est juste mon petit conseil. Alors, au niveau d'alimentation, c'est le repas simple et vegan. Par contre, il y a du lait de vache et du beurre. Donc pour moi, c'était hyper cool. J'ai pas eu la difficulté avec la nourriture. Pour les anciens étudiants, il y a le repas 2 fois par jour à 6h30 et à 11h. Par contre, si tu es un nouveau étudiant, tu as la possibilité de manger à 17h, mais juste quelques fruits et boire une boisson. Pourquoi c'est assez léger au niveau d'alimentation? Parce que c'est hyper difficile de méditer avec l'estomac complet et il faut qu'on soit en bonne conscience et que notre corps ne dépense pas beaucoup d'énergie pour la digestion. Sinon, c'est impossible de méditer. Par contre, jeûner n'est pas permis non plus, c'est pas le centre de jeûne. Alors, comment ça se passe au niveau d'emploi de temps? On se lève à 4h du matin. À 4h30, c'est le temps de méditation et on médite dans la salle exprès pour la méditation. Comme ça.
au midi jusqu'à 6h30. À 6h30 jusqu'à 8h, on a notre petit déjeuner en plus le temps pour se doucher ou pour se reposer. À partir de 8h jusqu'à 11h, c'est l'heure de méditation. À 11h, c'est l'heure de manger. Et jusqu'à 13h aussi, on a le temps pour se reposer, pour se promener. À partir de 13h jusqu'à 17h, c'est la méditation. À 17h, c'est l'heure de manger pour les nouveaux étudiants et pour les anciens étudiants, c'est l'heure de repos. Après, on fait 1 heure de méditation à partir de 18h jusqu'à 19h. À 19h, on écoute le discours de Monsieur Goenka et on finit la journée avec la méditation. À 21h30, c'est l'extinction des lumières. Et oui, on médite toute la journée et ce n'est pas toujours facile. Parfois, c'est même insupportable. Vipassana est un travail très dur et en plus, il faut être bien discipliné. Parfois, il te semble que tu es dans une secte, que tout est bizarre, tu dois te lever très tôt, tu dois rester dans la position assise presque toute la journée. Ton corps commence à être très fatigué et t'en peux plus quoi. Et il y a des gens qui craquent en fait et après 2-3 jours, ils partent. Mais tout ce qui reste, leur mental commence à s'apaiser, tu commences à t'habituer, tu commences à sentir même les bénéfices, tu commences à apprécier les choses qui se passent avec toi et donc tu restes jusqu'à la fin de la retraite. Mes 2 retraites étaient totalement différentes et j'ai senti que quand j'étais à la retraite, pour ma 2e fois, le travail était encore plus profond, plus puissant, plus dur. Il y avait des moments très difficiles au niveau de physique et au niveau de mental. Il y a eu des pleines sensations qui remontaient à la surface, mais tu dois pas bouger, tu dois rester immobile et tu dois juste observer tout ce qui se passe avec toi, être conscient à 100% du moment présent et équanime. Et tu as l'impression que tu t'es mis dans une prison, mais par toi-même. Tu ne peux rien faire, en plus tu dois souffrir, mais quand ton mental commence à se calmer, et là tu commences à sentir toutes les racines de la souffrance qui t'empêchent de vivre bien, en harmonie et d'être heureux. Il n'est pas toujours facile de faire face à ses propres impuretés. Et je vous raconte une histoire qui m'est arrivée au début de ma 2e retraite. En fait, quand tu es un nouveau étudiant, tu dois dormir dans le dortoir qui est divisé en petites pièces, on va dire, un petit espace. Tu dors quand même dans cet espace où c'est bien caché, personne ne te voit et tu vois personne. Mais par contre, quand tu es déjà un ancien étudiant, tu as la possibilité de dormir dans la maison à part, où il y a des chambres individuelles, il y a le toilette individuel. Et donc moi, je pensais que je vais vivre dans cette maison pour les anciens étudiants. Mais non. On me donne la chambre à partager en plus avec quelqu'un d'autre et dans un genre appartement avec les 5 pièces où il y a 10 personnes et une seule toilette. Du coup, ma réaction c'était mais non. C'est pas possible. Pourquoi c'est comme ça? Je suis une ancienne étudiante et pourquoi les autres étudiantes, ils ont la possibilité de dormir dans la maison avec les chambres individuelles et pas moi? Pourquoi elles ont les meilleures conditions et pas moi? Et la colère qui monte, je commence à me sentir agitée, nerveuse et voilà, j'ai provoqué l'aversion. Ensuite, je continue mon histoire. Du coup, je suis arrivée au centre à 15h et il y avait le chauffage. Par contre, à 16h, le chauffage se casse, mais il se casse totalement. Et c'était en plus à mi-décembre, c'est-à-dire qu'il faisait assez froid. Je me suis dit, mais non, c'est pas possible encore, c'est une mauvaise surprise. Et du coup, personne ne vient pour réparer, personne ne fait rien. Je commence à râler même à mes voisines. Je suis pas contente, donc voilà, je commence à m'énerver. Et après, en plus, j'apprends que dans la maison où je voulais vivre, il y a le chauffage qui marche très bien et en plus, tu peux le régler comme tu veux. Là, du coup, je commence à me sentir mais jalouse. Je provoque la jalousie et je me suis dit, mais non, pourquoi elles ont les meilleures conditions que moi? Du coup, je pense juste à moi. En plus, après, je regarde sur mon réveil, il y a un thermomètre et je regarde que la température, il fait 14 degrés. Je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Je vais tomber malade. Et voilà, 3 jours après, je me tombe malade, mais comme pas possible.
avec la fièvre, avec la toux, avec les rhumes, que ça m'arrive quasiment jamais et j'ai resté dans cet état jusqu'à la fin de ma retraite. Après, les organisateurs, ils nous ont ramené les radiateurs, mais ça ne m'a pas aidé. Le processus de tomber malade était déjà déclenché. J'ai pris cet exemple pour vous montrer comment j'ai provoqué mon état malade avec mes sentiments de colère, de nervosité, mes sentiments de mécontentement, qu'en plus j'ai rajouté cette difficulté pour ma méditation. Et à la place de sentiments de gratitude, de joie, de faire une nouvelle expérience, du coup j'ai provoqué les sentiments négatifs et voilà, c'est pour vous montrer comment on gère notre vie avec les sentiments. Et je passe à la troisième partie de cette vidéo. Pourquoi je pense que chaque personne doit faire au moins une fois dans sa vie la retraite de Vipassana. Vipassana est un processus d'autopurification par l'observation de soi. Cette méditation, elle est ouverte à tous sans aucune distinction. La retraite de Vipassana nous donne les meilleures conditions de rester avec nous-mêmes et de regarder à l'intérieur de nous. En fait, dans le monde moderne, on regarde toujours à l'extérieur. On se compare, on se juge, on fait la concurrence, on est surdosé de toute l'information comme pas possible avec les réseaux sociaux, avec les actualités. Il y a toujours le bruit autour de nous. Et en fait, tout ça, ça nous empêche de s'écouter, de se comprendre, de comprendre ce qu'on veut en vrai et de savoir qui on est. La retraite de Vipassana nous donne cette possibilité de rester avec nous-mêmes et de regarder à l'intérieur de nous. Vipassana, elle purifie le mental et elle élimine de nombreuses maladies psychosomatiques. En fait, cette méditation nous apprend comment se libérer de la souffrance. Quelles sont les causes principales de la souffrance? Il y en a 3. C'est l'aversion, l'avidité, l'ignorance. Nous tous cherchons la paix et l'harmonie. Observer la réalité telle qu'elle est et en observant la vérité à l'intérieur, c'est se connaître soi-même directement et par l'expérience. Je vais finir cette vidéo avec les phrases qu'on dit toujours à la fin de la méditation Vipassana. Puissent tous les êtres être heureux, puissent tous les êtres être libérés, puissent tous les êtres vivre en harmonie et en paix.